BFM Business, Follow l'expert, présenté par Guillaume Paul. Follow l'expert, votre rendez-vous mensuel sur BFM Business. Follow l'expert, le rendez-vous qui vous aide, vous entrepreneur qui veut vous aider et encore plus par les temps actuels à passer la période semée d'embûches en vous éclairant au maximum, en vous donnant du conseil, vous le savez, en matière comptable, juridique, fiscale, sociale ou autre. Vous le savez, depuis 2 ans, l'expert comptable est là, debout dans la tapette pour vous aider à avancer. Et vous savez que c'est le but de ce rendez-vous, vous montrer qu'il peut vous accompagner à différentes étapes de la vie de votre entreprise. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de la RSE. Engagement social responsable, incontournable de nos jours pour toute entreprise qui a des ambitions. Qui peut s'en affranchir? Personne. Mais qui peut vous aider à la développer et à prévoir l'initiative d'après en la matière? Eh bien, notamment l'expert comptable. Vous allez voir aujourd'hui qu'il peut vous donner beaucoup d'aide à cet égard. On va en parler avec nos entrepreneurs, nos 2 entrepreneurs qui sont avec nous comme tous les mois. Emmanuel Bardin, cofondateur de Lemon Tree. On est dans le domaine du recyclage. Et puis Maëva Bentitala, fondatrice de Clever Booty. On est dans le vernis à ongles responsable. Et puis face à eux, pour leur répondre, notre expert comptable du jour, Iris Chabrol-Dequiche, qui est expert comptable du côté de Bordeaux. Sa mission, avoir répondu à leurs interrogations d'ici une grosse vingtaine de minutes. Follow l'expert, c'est parti, mission numéro 1. BFM Business, Follow l'expert, la mission. Des entrepreneurs, vous savez, qui sont accompagnés comme à chaque émission par le MoveJ, le mouvement des jeunes entrepreneurs. Dominique Restineau, bonjour Dominique. Bonjour président Guillaume. Fondateur du MoveJ. RSE, je disais incontournable. Est-ce que vous nous le confirmez? Oui, c'est incontournable aujourd'hui pour toute entreprise qui a de l'ambition, Dominique. Alors oui, et surtout quand on les voit, on se dit souvent ils sont a priori digital natives. Oui. Mais ils ne sont pas que cela, Oui. Ils sont également responsables natives. Et l'intérêt, c'est pas qu'ils le soient pour eux-mêmes ou pour leur petite tribu autour d'eux, c'est que leur mission, ils veulent l'étendre pour convaincre et transformer l'ensemble de la société, l'ensemble des sociétés, et d'intégrer ce sens de la responsabilité sociétale au sein des entreprises. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, parce qu'on pourrait ne pas l'imaginer, c'est qu'il y a un travail totalement global et complet avec l'expertise de l'expert comptable, Ouais. qui rentre et qui doit rentrer également dans tout ce champ d'action. Ouais, on verra ça avec Iris dans un instant. Nos 2 entrepreneurs, ils sont là. Je vous laisse nous présenter le premier d'entre eux. C'est Emmanuel Bardin qui va commencer avec nous, Dominique. Alors, Emmanuel était effectivement le cofondateur de Lemon Tree, cette jeune entreprise, on peut encore dire jeune entreprise de 2011, qui a été prix espoir du Grand Prix MoveJ, je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012, mais en tout cas aujourd'hui ce sont 2 structures et on voit le sens de la responsabilité. C'est une structure qui produit des machines pour effectivement faire du tri, de la collecte et du tri sélectif avec les gobelets, ça a été l'origine, mais ils comblent cela également avec une ESUS, une entreprise sociale, solidaire, autour de la collecte, effectivement, où ils intègrent également des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, et c'est dans ce sens-là. Ça fait plusieurs années que je les connais. Cette entreprise fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 collaborateurs. Bon nombre d'entreprises ne font pas tout cela, ils le font, et c'est assez merveilleux parce que je les croise parfois dans Paris. Et sincèrement, je veux dire, je les croise rapidement, mais toujours dans l'action, et dans l'action véritablement responsable. Mais vous mesurez le chemin parcouru en quelque Oui, sorte. absolument. Exactement ça. Bonjour Emmanuel. Vous donnez quelques chiffres sur Lemon Tree. Voilà, votre présence aujourd'hui, nombre de salariés. Une belle description de Dominique, merci. Donc c'est effectivement 60 personnes, dont 16 personnes en insertion. Donc c'est ces personnes qui sont éloignées de l'emploi sur nos territoires. On est en Seine-Saint-Denis, à Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de chômage malheureusement dans ces zones-là. Et aujourd'hui, donc on a ces 2 entrepôts et c'est à peu près 2000 tonnes de déchets recyclés par an. Environ 2000 tonnes de déchets recyclés par an. Voilà. 2000 tonnes de déchets, on va en récupérer une trentaine de différents. Et les derniers, les petits nouveaux, mégots de cigarettes, masques usagés, on est capable de les recycler et de les récupérer. Emmanuel, quelle est la question que vous voulez poser à notre expert comptable ici présente? Alors j'avais une question sur quand on est une entreprise comme nous avec dans notre ADN et depuis le démarrage ce souhait d'avoir de l'impact, notamment sur l'environnement. Comment faire pour ne pas tomber dans le risque de se reposer un petit peu sur ses lauriers? Mon entreprise fait du recyclage, une entreprise d'insertion. Comment continuer de progresser sur sa RSE
notamment vis-à-vis de nos salariés. On a des attentes qui sont assez fortes. Alors, comment ne pas s'endormir sur ses lauriers? Iris Chabrol de Quiche, expert comptable à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on répond? Eh bien, écoutez, je pense que c'est une excellente question. Ouais. Parce que la RSE, c'est comme un projet d'entreprise. C'est quelque chose qui se fait vivre dans la durée. Tant que votre entreprise aura son activité, donc là, ça va faire bientôt 10 ans, vous êtes parti avec des fondamentaux qui étaient clairs et des intentions avec votre associé qui était clair également. Aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être le bon moment, après à peu près ces 10 années, de se reposer la question avec vos parties prenantes, donc avec votre écosystème. Donc ça va être effectivement en interne avec vos salariés, mais effectivement aussi également en externe, aller réinterroger vos clients, aller réinterroger vos fournisseurs, aller avec les pouvoirs publics locaux également, évaluer quelles sont les attentes que eux peuvent avoir par rapport à votre entreprise Lemon Tree. Et avec ces informations-là, pouvoir faire le point peut-être sur où est-ce que vous en êtes sur vos réalisations, comment est-ce que vous pouvez convaincre sur vos réalisations et comment est-ce que vous pouvez intégrer les attentes de vos parties prenantes, de votre écosystème au sens large, vis-à-vis de votre société Lemon Tree, et en quelque sorte voir comment la valeur qu'aujourd'hui vous créez pour les actionnaires de Lemon Tree peut être en quelque sorte multipliée en créant également de la valeur pour les clients, les salariés, l'environnement direct de vos entreprises et des sites sur lesquels vous intervenez. Et ça peut être le nouveau souffle en quelque sorte d'un projet d'entreprise avec un cadre peut-être à poser qui va vous permettre de guider vos actions pour la suite. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous poser cette question, Emmanuel? Alors, outre le fait que vous êtes patron d'entreprise et que ça fait partie des questions qu'il faut se poser évidemment, mais il y a peut-être un sentiment de chercher l'étape d'après pour vous? On a l'impression d'avoir une gouvernance qui est assez solide. En fait, quand on fait un petit peu le bilan, on a un comité de direction, un comité de surveillance, un comité stratégique, et tout ça est assez tourné vers l'interne. Et on a aussi été pas mal challengé par nos salariés qui se rendaient compte qu'en termes de gouvernance, il n'y a peut-être pas assez de transparence entre la direction et ses différents salariés. Quel type de remarques remontent du terrain? Il y avait beaucoup de décisions qui étaient un petit peu en vase clos, où en fait on informe, mais on ne vient pas recueillir les souhaits, les problématiques de ces salariés, pour après prendre cette décision-là. Donc on trouvait déjà qu'on faisait beaucoup dans la transparence, mais on peut faire encore plus en intégrant, si vous voulez, leurs problématiques dans nos prises de décision. Et ce travail dont parlait Iris, d'aller rediscuter un petit peu de tout ça avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, vous l'avez commencé ou pas? Ou c'est quelque chose que vous avez... Alors pas tellement, il faut l'avouer, c'est qu'on on identifie bien ces parties prenantes, mais on a une relation qui est en fait assez traditionnelle avec les fournisseurs, avec les clients. Et on sait que c'est un pas à franchir, mais qui peut être très vertueux d'aller les voir pour leur dire voilà, on réfléchit à mettre en place un comité ou à solliciter des parties prenantes pour les interroger, pour continuer de progresser. Voilà, mais ça demande d'aller un petit peu au-delà de la relation traditionnelle fournisseur-client, qui est notre gagne-pain en fait. Aussi. Vous avez une méthodologie à offrir aux entrepreneurs en la matière, Iris? Comment ça peut se faire effectivement, réinventer, revoir ses relations avec ses différents partenaires interlocuteurs? Alors je pense que ce qu'il faut avoir en tête, une méthodologie, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir que chaque entreprise évidemment est différente et va avoir des parties prenantes différentes, et puis un positionnement aussi en termes d'identité d'entreprise qui peut être très variable. Et c'est ça qui est hyper important et hyper intéressant dans la RSE aussi, c'est que chacun va définir sa propre feuille de route. Chaque entreprise va pouvoir définir qu'est-ce qui vont être en fonction de ses valeurs, de son identité, de son business, de sa stratégie opérationnelle métier. Comment est-ce qu'elle va pouvoir et vouloir s'impliquer sur la RSE. Je pense que concrètement, il faut avoir en tête, et c'est un peu ce que vous disiez Emmanuel, que la gouvernance et la transparence, c'est important, et c'est important dans la durée. C'est-à-dire que commencer avec des engagements RSE à un instant T, c'est bien. Être capable dans la durée d'impliquer la gouvernance, l'interne, les parties prenantes, c'est ça qui va faire que ça va vivre dans le temps. Et que du coup, ça va être non seulement à propos, c'est-à-dire que vos actions vont être effectivement là où elles sont attendues, et qu'en même temps, vous allez convaincre au fil de l'action. Et vous parliez de différents comités qui existent. Les comités parties prenantes sont des choses qui existent de plus en plus aujourd'hui. Il s'agit évidemment d'identifier les bonnes personnes en amont, et ensuite de se réunir régulièrement, ou d'aller interviewer de manière individuelle. Aujourd'hui, aller dire à un client je suis en train de réfléchir à ma stratégie, qu'elle soit RSE ou pas RSE, ma stratégie de manière générale, mon positionnement. Et du coup, j'ai envie de venir vous interviewer pour vous demander quel est votre retour sur mon action, quel est votre retour sur mes concurrents, puisqu'évidemment, vous les connaissez et vous les connaissez peut-être mieux que moi. C'est
aussi donner une certaine image à votre client. C'est-à-dire que vous lui indiquez que vous êtes une société qui sait prendre du recul, se remettre en question et réfléchir à qu'est-ce qu'elle est en train de faire et où est-ce qu'elle veut aller. Et ça, déjà, c'est enclencher un mécanisme de relation et de lien humain avec votre client qui est différent de la relation traditionnelle business qu'on peut avoir. Le comité des parties prenantes, ça veut dire c'est une notion que je ne connaissais pas. C'est un concept que je ne connaissais pas. Hein. Manel m'avait dit ça quand on s'est parlé un petit peu pour préparer cette émission. On découvre un petit peu ça finalement, ce concept. Hein. Tout à fait, c'est d'aller au-delà des traditionnels comités. Je pense déjà comité participatif, le fait d'aller vers l'interne, solliciter les salariés, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau avec les traditionnels comités de direction, comités de surveillance. Mais le comité partie prenante, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a découvert et on trouve ça intelligent de pouvoir aller solliciter le reste des acteurs de notre écosystème. Ça, Et effectivement, les clients sont très importants. Hein, c'est eux qui nous font vivre, qui nous permettent d'embaucher des gens. Oui, c'est ça. Donc bien les connaître, les associer aux décisions, semble intéressant. C'est plus en vogue, ça vous dit, c'est quelque chose qui se développe. Ça vient d'où en fait, ça, cette notion de comité des parties prenantes? Alors déjà, échanger avec ces parties prenantes, c'est quelque chose qui est fort depuis 10-15 ans dans la RSE. Mais et qui l'époque étant ce qu'elle est, voilà, c'est ça. Effectivement, qui prend de l'ampleur parce que la RSE prend de l'ampleur et l'engagement des entrepreneurs est plus fort tous les jours et que la société en a encore plus besoin tous les jours aussi, si on veut sortir par le haut de l'ensemble de la situation dans laquelle on est. Et aujourd'hui, il y a aussi la société à mission, qui est un sujet qui a été introduit par la loi Pacte et qui... On parlera tout à l'heure. Hein. Voilà, dont on parlera également et qui inclut le fait d'avoir un comité des parties prenantes. Donc c'est aussi par ce côté-là que ce sujet comité des parties prenantes est de plus en plus présent. Mais aujourd'hui, échanger avec ces parties prenantes, que ce soit sous la forme d'un comité où elles se retrouvent ensemble et qu'elles puissent échanger également entre elles, c'est une chose, ou échanger avec elles en one-to-one de manière régulière, que ce soit en entretien, par des enquêtes ou autres, c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes et qui permettent d'enrichir en fait la relation et la connaissance que l'entrepreneur a des attentes. C'est ça. Dominique, même question que je posais. Le comité des parties prenantes, voilà, c'est quelque chose. Il y a une méthodologie pour ça ou pas? Comment quand on est chef d'entreprise, comment est-ce qu'on organise ça? Alors, je suis un chef d'entreprise. Voilà. Je dois pas faire suffisamment de comités de parties prenantes, même si j'ai toujours le sentiment de poser plein de questions autour de moi. Et il y a ce fonds avec le mentorat pour entrepreneurs que j'ai importé du Québec il y a 15 ans. Mais en écoutant Iris, j'étais assez... je trouvais ça absolument génial. Parce qu'on voit l'expert comptable généralement avec les chiffres. Or, on va au-delà de ça. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Ça fait 2 ans qu'on découvre plein de choses. Oui, je sais bien. Oui, mais là, encore une fois, je trouve que c'est passionnant parce que ça fait partie de la gestion de l'entreprise, de l'innovation au cœur de l'entreprise. Et il y a cette ouverture sur les autres. Là où, au départ, on pourrait se dire, c'est pas les experts comptables. Eh bien, si, aussi. Il n'y a pas que, mais aussi, c'est eux. Et c'est cette démarche-là parce que c'est un acte de gestion de l'entreprise, pour ma part. Et donc, moi-même, ça va me convaincre. Mais je pense que ce qui est important, effectivement, ce qu'il faut apporter, et je pense que peut-être notre profession peut apporter à ce sujet de la RSE, parce que comme vous dites, évidemment, on n'est pas les seuls, c'est qu'il faut également mesurer, on en parlera peut-être, mais attention, il faut être capable de convaincre. Et pour convaincre, les chiffres, c'est quand même utile. Et les chiffres fiables, ça devient très utile. Très utile. Donc il faut être capable d'avoir ce qu'on appelle des indicateurs extra-financiers qui permettent d'établir d'où on est parti, où est-ce qu'on est allé et dans quelle mesure est-ce que c'est un chiffre qu'on peut afficher sur son site internet ou autre sans prendre de risques juridiques ou autres derrière. Ce qu'on retrouve dans l'entreprise à mission beaucoup. Voilà. Tout l'intérêt de l'entreprise à mission, en parallèle, c'est que il va y avoir des outils pour démontrer les choses avec un suivi. D'accord ? Parce qu'on peut... À la limite, j'ai envie de dire, chaque entreprise est une entreprise à mission. Mais comment on le traduit et comment on le pèse et comment on le démontre. Et ben voilà, en tout cas, quelques conseils. Allez interviewer, voilà, revisiter ses relations avec ses différents interlocuteurs. Voilà la première mission. Convaincu, Emmanuel? Oui. Comité des parties prenantes. Et puis, oui, on sait que c'est un beau chantier pour 2021 qui prend du temps, mais c'est intéressant. Mais chantier absolument passionnant. Convaincu donc par les explications d'Iris ici présente. Mission numéro 1, elle est réussie. Bravo. On passe tout de suite à la deuxième mission. Follow l'expert continue. BFM Business, Follow l'expert, la mission. Notre deuxième entrepreneur est également avec nous, c'est Maeva Bentitala, fondateur de Clever Boutique. Je vous laisse nous la présenter. Dominique, c'est à vous. Alors Maeva Bentitala est une jeune entrepreneuse, puisque l'entreprise doit avoir 2 ans et demi à peu près aujourd'hui. Et effectivement, elle est dans le domaine de la cosmétique, puisqu'elle est de formation
Elle est de formation chimiste, voilà, c'est pas toujours courant en même temps. Mais c'est plus que chimiste. Elle se pose des questions et elle s'est posé des questions et c'est l'objet de son entreprise. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'elle est devenue coup de cœur du Grand Prix Mouv'J 2020, puisque le Mouv'J a maintenu son Grand Prix national. Elle nous vient d'Aix-en-Provence. Elle a des ateliers également. Elle travaille également à Marseille. Son activité est de faire en sorte. Je vais me retourner vers Iris. Il y a le vernis à ongles. Vernis à ongles. Ouais. Et puis il paraît qu'il y a un tas de gaspillage. Mais oui. Moi, je le fais pas souvent le vernis à ongles. Mais oui. Il y a un tas de gaspillage et donc il y a tout ce produit qu'on jette. Et elle s'est dit c'est pas possible. Oui. C'est du gaspillage et donc elle repense, elle révisite, mais elle va le dire beaucoup plus elle-même. Mais oui, parce qu'on en a parlé. Bonjour Maëva, bienvenue. Vous m'avez donné ce chiffre quand on s'est parlé pour préparer l'émission qui est absolument pharaonique. 200 tonnes de vernis à ongles qui sont gaspillés tous les ans en France, c'est ça ? Pourquoi ? Parce que le pinceau n'est pas assez long. Exactement. Non mais attendez, expliquez-nous ça en 30 secondes, Maëva. Alors en fait, dans les vernis à ongles, tous les pinceaux sont trop courts et on peut perdre entre 10 et 55% de vernis à ongles juste parce qu'il n'a pas... Jusqu'à 55% de ce... Tout à fait, d'après les tests. Donc en moyenne, c'est 20% de produits gaspillés et rejetés dans la nature, soit 8 conteneurs maritimes qui n'est pas recyclé. Mais expliquez pourquoi les grands noms de l'industrie cosmétique ne se soucient pas de ça. Enfin, c'est une question, on ne va pas répondre à ça, mais enfin c'est quand même... Il y a peu d'entreprises, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui commencent à se développer là-dessus, mais c'est... Sur les formules naturelles, oui. Voilà. Sur le packaging anti-gaspillage. Clever Beauty, donc première marque de vernis à ongles naturel à la formule certifiée non toxique, sans perturbateurs endocriniens. Vous me dites qu'il y en a dans tous les vernis à ongles aujourd'hui. Voilà. Quelle est la question que vous voulez poser à notre expert comptable ici présente, Maëva, aujourd'hui ? Alors, nous, on est une entreprise déjà très engagée et on parle beaucoup d'entreprises à mission que j'ai découvert grâce à vous, Iris. Et j'avais comme question... En quoi changer ses statuts pour intégrer sa raison d'être et avoir cette qualité d'entreprise à mission est un atout pour les TPE et PME qui ont déjà cette politique RSE dans leur ADN. Et est-ce que c'est justement pas adapté aux grands groupes qui, eux, ont vraiment besoin de faire cette transition pour une économie plus durable et qui peuvent absorber les coûts, justement. Dois-je modifier mes statuts ? Follow l'expert, Iris Chabrol-Desquiches, expert comptable à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on répond à Maëva, Iris ? Alors juste, je vais me permettre déjà une petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise à mission, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait tous le même niveau d'information là-dessus. Donc c'est la loi Pacte qui a introduit la possibilité pour les entreprises en France de devenir entreprises à mission. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que historiquement les entreprises, leur objectif c'est de générer du profit pour les actionnaire. Ok, aujourd'hui le constat c'est que peut-être que ça n'est pas une fin en soi et que ça peut être accompagné en tout cas d'autres objectifs qui peuvent être de générer du profit. Peut-être d'autres natures de profit pour d'autres parties prenantes en plus des actionnaires. Donc être une entreprise à mission, devenir une entreprise à mission, ça veut dire ça veut dire modifier ses statuts, se donner un cadre et se fixer ses propres objectifs, sa propre raison d'être, terme que vous avez employé Maëva, qui est exactement le bon, qui est de dire quelle entreprise je souhaite être. Où est-ce que je souhaite aller et quelle entreprise je souhaite être. Vous avez un positionnement produit qui est extrêmement clair. Quel est le positionnement de votre entreprise dans la société ? Ça peut être ça, une partie de la réponse à votre question, ça peut être d'affirmer le positionnement de votre entreprise au sein de notre société. C'est une manière de faire ça et c'est une manière de le faire à votre manière, avec votre chemin. Parce que l'entreprise à mission, pour les PME, contrairement aux grands groupes qui vont être soumis à plus de textes et de normes, etc., mais pour les PME et les TPE, c'est sur mesure. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez quelle est votre raison d'être et quelle va être votre mission. Alors, il y a plusieurs termes qui se croisent, donc expliquons-les. Qu'est-ce que ça veut dire mission ? Ça veut dire les objectifs que vous allez décliner sous votre raison d'être. Et l'ensemble va former votre mission. Et donc, vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous voulez aller, qui vous voulez être. Et en dessous de ça, l'illustrer en fait par les objectifs que vous souhaitez poursuivre en même temps que votre activité, en même temps que votre business. C'est pas des choses qui se font en parallèle, pas du tout. C'est vraiment des choses qui doivent être entremêlées, parce que l'objectif c'est de trouver des synergies entre les deux, de générer toujours autant de valeur probablement pour les actionnaires, mais en parallèle de générer de la valeur aussi pour l'ensemble de la société. Et donc moi je peux aujourd'hui, et on a eu l'occasion de discuter en préparant cette émission, dire très clairement que pour vous, devenir entreprise à mission, ça serait vous donner un cadre clair qui vous permettrait de formaliser votre stratégie,
d'avancer probablement beaucoup plus vite. Les entrepreneurs aujourd'hui qui sont engagés dans cette démarche-là témoignent qu'ils ont avancé plus vite que si ce n'était pas fixé ce cadre-là. Et en plus d'être capable de témoigner de ça, c'est entreprise à mission, c'est quelque chose d'ambitieux, de fiable, et qui va devenir une forme de garantie en quelque sorte, une forme d'étiquette. On pourra dire, moi je suis entreprise à mission, je suis la première entreprise à mission du monde des cosmétiques par exemple. Pardon, qu'est-ce que ça clarifie ou que ça amène comme avantage de changer les statuts pour une société comme celle de Maeva finalement au quotidien? Au quotidien, c'est ça veut dire s'engager, ça veut dire je me donne un cadre. J'ai un ami qui m'a dit une fois, c'est banal, il m'a dit j'ai décidé d'arrêter de fumer, tu sais ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, c'est de le dire à mes enfants. Parce que là, je me suis dit, si je fais ça, si je m'engage auprès de personnes qui me sont chères, j'irai plus vite et j'irai plus loin. Donc franchement, c'est ça. C'est être capable de dire, moi, non seulement je dis que je vais le faire, mais en plus je m'engage à le faire. C'est se challenger quelque part. C'est se mettre... Il y a des audits. Et il y a les audits. Il y a des audits. Quand vous êtes entreprise à mission, pourquoi est-ce que c'est un statut ambitieux, un statut qui va devenir un vrai gage de qualité? C'est parce que quand vous prenez cet engagement-là dans vos statuts, il y a un tiers indépendant, un auditeur indépendant qui va venir s'assurer que les objectifs que vous vous êtes fixés, vous êtes effectivement en train de les exécuter. Et il y a un comité des parties prenantes également qui va être formé. En fonction de la taille de l'entreprise, il y aura des modalités particulières, pour les TPE notamment. Mais il y a un comité des parties prenantes qui va être formé pour également suivre l'exécution des objectifs avec vous. On ne se proclame pas entreprise à mission. Exactement. On l'est, on prouve, on le démontre. Vous posez la question, Maeva, c'est-à-dire que vous identifiez le pour et le contre. Oui, tout à fait. Le pour et le contre. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans la colonne pour? Qu'est-ce que vous mettez dans la colonne contre aujourd'hui? Alors, le pour, c'est qu'en fait, on fait déjà énormément de choses. On est très, très engagés, autant dans les travailleurs en situation de handicap ou dans la consigne. Voilà, on fait pas mal de choses. Et est-ce que c'est le moment d'officialiser les choses, puisque je suis en pleine phase de levée de fonds? Est-ce que c'est le moment de le crier haut et fort, au-delà de la communication qu'on met en place? Ou est-ce qu'on regarde un peu les coûts aussi, parce qu'on est quand même une TPE, d'être audité tous les ans, ça a quand même un coût. Est-ce qu'on intègre ces coûts dans notre stratégie sur le long terme ou pas, et on continue à le faire sans changer les statuts et à le faire de façon très naturelle, puisque c'est vraiment la raison d'être de Clever Beauty, d'avoir intégré en amont cette politique RSE. Donc voilà, c'est vraiment le pour et le contre que je suis en train de poser aujourd'hui depuis cette découverte. C'est plus de pour ou plus de contre alors à ce stade? Plus de pour le moment. Non, vous confirmez, Iris, voilà, dans le cas de Maeva. Ce que je peux dire sur les pour et les contre, c'est que sur les contre, l'audit il est tous les 2 ans. Donc déjà, vous pouvez diviser ce contre-là par 2. Ensuite, concrètement, si vous voulez convaincre sur votre marché, il y a un moment où les chiffres que vous affichez, il va falloir expliquer d'où ils viennent. Et la stratégie que vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez un positionnement produit qui est clair, et en même temps, il y a un certain nombre d'informations que vous avez pu me donner quand on a discuté ensemble, que je n'avais pas trouvées auparavant. Parce que votre positionnement, il implique aussi d'avoir une vision large de la RSE. Et là, on parle de vos 2 activités aujourd'hui, mais toutes les activités sont concernées aujourd'hui par la RSE. C'est pas parce que Emmanuel est sur le recyclage et que vous, Maeva, vous êtes sur des vernis qui sont anti-gaspi que le sujet se pose. Le sujet, il se pose pour tout le monde. Et concrètement, aujourd'hui, vous êtes anti-gaspi, vegan et green, comme c'est affiché sur votre positionnement produit. Et vous avez aussi des éléments que vous partagez moins sur la gestion des déchets dans votre cycle de production, sur les sous-traitants que vous avez choisis, comment est-ce que vous les avez choisis, comment est-ce que vous les suivez au quotidien, comment est-ce que vous sourcez vos matières premières. Et ça, c'est des sujets qui sont vastes, qui méritent d'avoir un cadre sur lequel vous allez pouvoir aborder tous les sujets. Il y a le sujet produit fini, mais il y a tous les autres. Il y a l'étiquetage, l'emballage, l'envoi. Voilà. Et donc, de poser un cadre et d'être capable de convaincre. Aujourd'hui, vous débutez. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez grossi et que vous aurez des chiffres encore plus significatifs que ceux d'aujourd'hui à présenter, il faudra que ces chiffres ils soient validés. Voilà, les conseils de notre expert comptable. Ah, j'ai l'impression que c'est en train de pencher du côté du pour, cette histoire. Ça commence. On va voir. Mais et même quand on est une entreprise très jeune. Même quand on est il y a des entreprises qui se créent directement entreprises à mission. C'était la question également de Maeva, donc je voulais revenir dessus. Pardon. Oui, c'est possible tout à fait de se créer directement entreprise à mission. Et ben voilà pour les conseils de notre expert comptable. Convaincu par les arguments de notre expert comptable Iris ici présente. Convaincu. La réflexion avance. Voilà, mission réussie. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. On va faire la synthèse, les 3 points comme à chaque fois à la fin de Follow l'expert. C'est parti. BFM Business. Follow l'expert. Le bilan.
Le bilan, Iris, voilà les 3 points pour booster sa politique RSE. On a identifié 3 points qu'on va voir ensemble qui vont s'afficher à l'image, on va les commenter. Premier point, vous nous dites interagir avec ses parties prenantes. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Emmanuel. Hein, ouais. Ça rejoint ce qu'on disait avec nos 2 entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. Et si on prend un exemple d'une entreprise plus traditionnelle, j'ai pensé à un exemple d'une société de nettoyage par exemple. Oui. Si aujourd'hui une société de nettoyage s'interroge sur son positionnement ou s'interroge sur son avenir tout simplement, et il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'interrogent, ils peuvent commencer par aller interroger leurs parties prenantes de manière large sur qu'est-ce que ces parties prenantes attendent d'eux et comment est-ce que du coup ils pourraient peut-être modifier leur positionnement, voire modifier leur business model au fil du temps. Deuxième point qui en découle un petit peu, c'est expliquer et convaincre finalement. Expliquer et convaincre, oui. Expliquer et convaincre. Pourquoi expliquer ? Parce que la RSE, c'est aussi un exercice de transparence. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être capable de dire, oui, on se remet en question, en fait. Et qu'est-ce qui prouve que votre entreprise, elle va aller loin ? Qu'est-ce qui en fait ? Enfin, qu'est-ce qui peut aujourd'hui témoigner du fait que vous avez du potentiel ? C'est que vous êtes capable, dès aujourd'hui, d'identifier les risques qui pèsent sur vous, les enjeux que vous aurez à relever demain. Et ça, l'expliquer, c'est preuve de capacité à démontrer pour moi sa posture d'entrepreneur. Parce que c'est ça, le métier d'entrepreneur. Et troisième point, se fixer un cadre ambitieux, on en parlait à l'instant effectivement avec Maëva pour le coup. Voilà, et là je pense qu'effectivement l'expert comptable est un excellent partenaire pour fixer un cadre, parce qu'il connaît souvent très bien les entrepreneurs, il connaît leurs contraintes liées à leur taille, à leur budget, leurs contraintes métier, business, et donc fixer un cadre sur leurs objectifs RSE en parallèle de ces autres contraintes, ces autres engagements qu'ils ont par ailleurs, c'est ça qui va être vertueux. Et ben voilà, les conseils de notre expert comptable pour cette émission consacrée à la RSE, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venus tous les 4 aujourd'hui. Je salue nos entrepreneurs ici présents, Emmanuel Bardin, cofondateur de Lemon Tree, Maëva Bentitala, fondatrice de Clever Beauty, Dominique Restineau, le président fondateur du MoveJ avec nous, merci beaucoup. Et merci à notre expert comptable du jour, ici même sur ce plateau, Iris Chabrol de Quiche, expert comptable du côté de Bordeaux. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus aujourd'hui. Follow l'expert, c'est terminé. À très vite sur BFM Business.